Le jour du mariage de ma fille, j'ai trouvé ma photo à l'entrée avec un panneau « Ne le laissez pas entrer ». J'ai fait demi-tour et je suis parti en silence. 4 heures plus tard, elle a réalisé que son mariage était terminé quand je suis rentré chez moi. Je me tenais devant les portes du lieu de réception que j'avais payé, fixant ma propre photo sous les mots « Ne le laissez pas entrer ». Les invités passaient devant moi en flot continu dans leur tenue de fête, bavardant sur cette belle journée, ignorant que le père était interdit d'entrer au mariage de sa propre fille. Sans un mot, sans faire de scène, j'ai fait demi-tour et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Ils voulaient que je parte. Ils allaient découvrir ce que mon absence signifiait vraiment. 4 heures plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. À ce moment-là, il était bien trop tard. Avant de continuer, veuillez vous abonner pour rester informé de nos dernières histoires. Le parking du lieu de réception à la campagne était déjà plein. Des voitures élégantes étaient alignées en rangées soignées sous les tilleuls. Je me suis garé et je suis sorti en ajustant ma cravate. Mon cœur battait la chamade comme celui d'un écolier avant un examen. Le jour que nous préparions depuis des mois était enfin arrivé. « Oh, regarde qui est là !» lança une voix familière. Andrew, le collègue de ma fille, se dirigeait vers le parking avec sa femme. Quelque chose d'étrange passa sur leur visage. De la surprise? De l'embarras? Mais ils ont rapidement souri. « Attendez, vous êtes venu finalement » dit la femme d'Andrew, sa voix un peu trop enjouée. « Je pensais qu'Emma avait dit que vous ne vous sentiez pas bien. »« Pas bien, j'ai ri. C'est le jour du mariage de ma fille. Je ne manquerais ça pour rien au monde. » Ils ont échangé à nouveau ce regard, plus long cette fois. « Le père de la mariée est nerveux » demanda Andrew, changeant clairement de sujet. Absolument terrifié, admis-je avec un petit rire, passant la main dans mes cheveux. 5000 rien que pour les fleurs, et j'ai encore peur de trébucher en la conduisant à l'hôtel. Ah oui. Les fleurs, murmura sa femme. Eh bien, vous êtes superbe. J'ai aperçu ma belle-sœur près de l'entrée, élégante en bleu marine, consultant son téléphone. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, son expression s'est figée un instant avant qu'elle ne me fasse un signe de la main. Quelque chose n'allait pas, mais le trac du mariage rend tout le monde un peu bizarre, n'est-ce pas? Je devrais y aller, dis-je à Andrew. Je dois vérifier si le groupe est bien installé. Vous savez comment sont les musiciens? Bien sûr. Évidemment, hocha-t-il rapidement la tête. On se voit à l'intérieur. Je me suis dirigé vers l'entrée principale, mon esprit parcourant la liste de contrôle. Fleurs, vérifié. Groupe, espérons-le, vérifié. Le photographe devrait être en train de s'installer. L'acompte du traiteur que j'avais versé la semaine dernière avait intérêt à nous avoir garanti ces amuse-gueules au crabe. Emma les avait spécifiquement demandés. Le lieu était magnifique, exactement ce dont Emma avait rêvé. Des drapés blancs partout, des guirlandes lumineuses tendues entre des chênes centenaires, une piste de danse qui avait coûté plus cher que ma première voiture. Chaque détail parfait, chaque dépense justifiée. C'était le jour de ma petite fille. L'agent de sécurité s'est avancé alors que j'approchais de la porte menant à la zone de la cérémonie. « Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir votre invitation ?» Une invitation, ai-je répété, sortant mon téléphone pour montrer la conversation de groupe familial avec tous les détails du mariage. Je suis le père de la mariée. L'expression de l'agent n'a pas changé. Professionnel, poli, impassible. Je suis désolé, monsieur, mais je dois voir une véritable invitation. Ce sont mes instructions. Un rire a jailli de ma poitrine. C'était sûrement une sorte de malentendu. Écoutez, j'ai payé pour tout ça. Le lieu, les fleurs, le groupe, tout. Ce doit être une erreur. Monsieur, si vous pouviez juste vous mettre de côté un instant. Le deuxième agent a fait un geste vers une petite table près de la porte où un dossier était ouvert. Et c'est là que je l'ai vu. Mon propre visage me fixant depuis une photo imprimée, attachée avec un trombone à ce qui ressemblait à une liste d'invités. En dessous, en lettres capitales nettes, ne pas autoriser l'entrée sous aucun prétexte. Le monde est devenu très silencieux autour de moi. Le bavardage des invités qui arrivaient, le son lointain du quatuor à cordes qui s'échauffait, le bruissement des feuilles au-dessus de ma tête, tout s'est estompé en un bourdonnement sourd. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Mais alors même que les mots quittaient ma bouche, je savais qu'il n'y en avait pas. La photo était récente,
prise au barbecue familial du mois dernier. Quelqu'un avait planifié ça. Je suis désolé, monsieur, mais ce sont nos instructions de la part de la famille de la mariée. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je sortais mon téléphone et composais le numéro d'Emma. Ça a sonné une fois, 2 fois. Papa. Sa voix était haletante, lointaine. Le chaos du jour du mariage. Emma, ma chérie, il semble y avoir une confusion à l'entrée. La sécurité ne veut pas me laisser entrer. Ils ont ma photo ici 10 ans. Ah, juste ça. Oh. Comme si elle attendait cet appel. Qu'est-ce que tu veux dire par A? Emma, qu'est-ce qui se passe? Un silence qui s'est étiré trop longtemps. En arrière-plan, j'entendais des voix. Quelqu'un l'appelait, le photographe voulant probablement une autre photo. Papa, écoute, c'était une décision de groupe. On en a parlé et on a juste pensé que ce serait mieux si tu ne venais pas. Moins de drame, tu sais, moins de stress pour tout le monde. Le téléphone me parut lourd dans ma main. Moins de stress. Je suis ton père. Je sais, mais écoute, je suis vraiment occupé en ce moment. C'est mon jour, d'accord? S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Je dois y aller. La communication a été coupée. Je suis resté là un moment, fixant l'écran du téléphone, conscient du regard des agents qui m'observaient avec une sympathie professionnelle. Autour de moi, les invités continuaient d'affluer par la porte, montrant leurs élégantes cartes d'invitation, riant du beau temps, commentant à quel point le cadre était romantique. Sans un autre mot, j'ai fait demi-tour et je suis retourné à ma voiture. Mais je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de ça, je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai composé un numéro familier. Margaret, c'est moi. Désolé de t'appeler un samedi. Oh, bonjour. La voix de ma comptable était chaleureuse, confuse. Que se passe-t-il? N'es-tu pas censé être au mariage en ce moment? Eh bien, c'est justement ça, Margaret. Je suis assis devant le lieu de réception et ils ne veulent pas me laisser entrer. Ils ont ma photo à l'entrée avec des instructions pour ne pas m'autoriser à passer. Il y eut une longue pause. Quoi? Comment ça, ils ne te laissent pas entrer? Tu es le père de la mariée. Tu as tout payé. Je sais. Je me suis penché en arrière sur mon siège et, malgré tout, j'ai senti les coins de ma bouche se soulever en quelque chose qui aurait pu être un sourire. Je sais exactement ce que j'ai payé. C'est incroyable. Comment peuvent-ils te faire ça après tout ce que tu as fait pour cette famille? La voix de Margaret commençait à s'énerver pour moi, ce qui était étrangement réconfortant. Margaret, dis-je doucement, et quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention car elle se tut. Où en sommes-nous exactement avec les paiements finaux pour les prestataires d'aujourd'hui? Une pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était prudente. Professionnelle. Eh bien, les acomptes ont tous été versés, évidemment. Les paiements finaux sont prévus pour être traités lundi matin, comme d'habitude. Le solde du traiteur, le reste du cachet du groupe, les honoraires finaux du photographe, le paiement de clôture du lieu de réception. Pourquoi? Simple curiosité, dis-je, souriant toujours. Juste par curiosité. Margaret, ai-je continué, ma voix aussi stable que du granit. Dans environ 1 heure, quand la réception battra son plein, je veux que tu commences à appeler les prestataires. Dis-leur qu'il y a eu un changement dans l'autorisation de paiement. Un changement. Sa voix s'est éteinte alors que les implications lui parvenaient. La moitié de la liste, je prendrai l'autre moitié. Traiteur, photographie, gestion du lieu, nettoyage des fleurs, transport, tous ceux qui attendent leur paiement finaux lundi matin. Fais-leur savoir que ces paiements ont été reportés indéfiniment. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. Quand Margaret a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Êtes-vous sûr de ça? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. J'ai regardé un jeune couple passer les portes en riant de quelque chose. Leur carte d'invitation scintillait sous le soleil de l'après-midi. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils vont devoir vivre avec les conséquences. Je commencerai à passer les appels à 16h30. Merci, Margaret. Et Margaret? Quand ils demanderont pourquoi, dis-leur de contacter directement la famille de la mariée. À 16h47,
mon téléphone a sonné. Papa. Papa. La voix d'Emma était stridente, la panique transparaissant dans la communication. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Des voix fortes, quelqu'un qui pleure, une musique qui s'était arrêtée au milieu d'une chanson. Bonjour, ma chérie. J'étais assis dans mon bureau à la maison, une tasse de thé refroidissant à côté de moi. Comment se passe ta journée spéciale? Qu'est-ce que tu as fait? Les mots sont sortis comme un cri. Les traiteurs sont en train de remballer. Le photographe vient de partir. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Je pris une lente gorgée de mon thé. De l'Earl Grey, le bon. Celui que je gardais pour les grandes occasions. J'ai simplement mis à jour certains prestataires sur le statut de paiement pour les services rendus. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas gâcher mon mariage parce que tu piques une sorte de crise. Une crise. Le mot flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. J'ai senti quelque chose de froid et de précis s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas de la peine, mais quelque chose de bien plus dangereux. La clarté. Emma, dis-je doucement. Il y a 3 heures, tu m'as dit que c'était une décision de groupe, que ce serait moins stressant si je n'étais pas là. Je m'assure simplement que vos niveaux de stress restent gérables. C'est insensé. Tu te comportes comme un enfant. Tout le monde nous regarde. Les gens partent. Les gens partent, interrompis-je, sincèrement curieux. Comme c'est intéressant. Je me demande pourquoi ils font ça. Parce que. Elle sanglotait maintenant, de grands sanglots haletants qui rendaient ces mots presque inintelligibles. Parce que tu détruis tout. C'était censé être parfait. C'était parfait, ma chérie. Chaque détail planifié, chaque dépense couverte, jusqu'à ce que vous décidiez que je ne devais pas être là pour le voir. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception de sa respiration saccadée. Quand elle a repris la parole, sa voix avait changé. Plus dure, plus calculatrice. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? C'est de ça qu'il s'agit? Tu veux qu'on te rembourse? Il ne s'agit pas d'argent, Emma. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je posai ma tasse de thé avec un soin délibéré. Je veux que tu expliques à tes invités pourquoi le père de la mariée ne te conduit pas à l'hôtel. Je veux que tu leur parles de la photo à l'entrée. Je veux que tu assumes ton choix. Le téléphone est devenu silencieux. 23 minutes plus tard, il a sonné de nouveau. Cette fois, c'était mon ex-femme. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La voix de Sandra était venimeuse, chaque mot assez tranchant pour couper du verre. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Bonjour, Sandra. J'espère que tu profites de la réception. N'ose pas prendre ce ton avec moi. Il y a 300 personnes ici qui regardent cette famille s'effondrer. Et tout ça parce que tu n'as pas supporté de ne pas être invité. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant les nuages dériver dans le ciel par la fenêtre de mon bureau. Pas invité. C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. Pas invité. Parce que personne ne voulait de toi ici. Parce que tu ramènes tout à toi, parce que tu es toxique et manipulateur et j'ai payé pour tout l'événement. Et alors? Ça ne te donne pas le droit de le prendre en otage. J'ai presque ri. En otage? Sandra, je ne prends rien en otage. J'exerce simplement mon droit de retirer mon soutien financier à des personnes qui ont clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu. C'est le jour d'Emma, son unique jour parfait, et tu le détruis. Non, dis-je, et ma voix était douce comme la neige qui tombe. Vous l'avez détruit au moment où vous avez mis ma photo sur cette liste de sécurité. Je m'assure juste que tout le monde comprenne ce que ce choix signifiait vraiment. Elle pleurait maintenant. De grands sanglots théâtraux que je me rappelais de notre mariage. Tu es malade. Tu es vraiment malade. Quel genre de père fait ça à sa propre fille? Le genre qui en a assez d'être traité comme un portefeuille sur pattes. Tu vas regretter ça. Tout le monde va savoir qui tu es vraiment maintenant. Tout le monde va voir. Tout le monde va voir quoi, Sandra? Que j'ai du respect pour moi-même? Que je ne tolérerai pas d'être humilié par ma propre famille. Ils vont voir que tu es mesquin et vindicatif. Et je lui ai raccroché au nez en plein milieu de sa phrase. Le 3e appel venait de Marcus, le chef du groupe.
Sa voix était tendue d'une inquiétude professionnelle. Monsieur, on nous a dit qu'il pourrait y avoir des problèmes de paiement. Nous sommes censés jouer jusqu'à minuit, mais... Marcus, interrompis-je doucement. Vous amusez-vous bien au mariage? Monsieur, je... Quoi? Question simple. Vous amusez-vous? La famille vous traite-t-elle bien? Il y eut une pause. Eh bien, pour être honnête, monsieur, c'est un peu chaotique. La mariée n'arrête pas de pleurer. Il y a une sorte de drame familial. Et franchement, l'atmosphère est toxique. Je ne dirais pas toxique, mais tendue. Très tendue. Marcus, je veux que vous remballiez votre matériel et que vous partiez tout de suite. Mais monsieur, le contrat. Le contrat est annulé. Il n'y aura pas de paiement, et je ne veux pas que vous et vos musiciens soyez soumis à ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes sûr? J'en suis sûr. Prenez votre équipement et rentrez chez vous, auprès de vos familles. Envoyez-moi la facture pour le dérangement. Merci, monsieur. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous tous, mais ça ne me semble pas juste. Après que Marcus ait raccroché, je suis resté assis dans la pénombre grandissante de mon bureau, écoutant le silence. Mon téléphone vibrait de SMS entrants, de messages de colère, de supplications, de messages confus de parents et d'amis qui commençaient à comprendre ce qui se passait. J'ai retourné le téléphone et je suis allé me faire une autre tasse de thé. Ils voulaient que je parte. Maintenant, ils apprenaient ce que partir signifiait vraiment. Les coups à ma porte d'entrée ont commencé à 21h17. Agressif et incessant. Je m'y attendais, honnêtement. J'ai posé mon livre. Marc Aurèle semblait approprié ce soir et j'ai marché vers la porte sans me presser. À travers le Judas, j'ai pu voir Patricia, la mère du marié, le visage rouge de fureur, sa coiffure de mariage parfaitement arrangée maintenant en désordre. Derrière elle se tenaient deux autres silhouettes que je ne pouvais pas bien distinguer dans la lumière du porche. J'ai ouvert la porte et je me suis appuyé contre le cadre, sans les inviter à entrer. Je le savais, cracha Patricia avant même que je puisse dire bonjour. Je savais que tu ne serais qu'une source de problèmes. Je l'ai dit à Emma depuis le début. J'ai dit, ce père que tu as va tout gâcher. Mais est-ce que quelqu'un a écouté? Non. Bonsoir, Patricia. Comment était la réception? Ses yeux étaient hagards. Le mascara coulait sur ses joues comme de la peinture de guerre. Comment était? Es-tu fou? Tu as détruit le mariage de mon fils. Tu as tout détruit. C'est moi. J'ai incliné la tête, sincèrement curieux. C'est intéressant, parce qu'à ce que je sache, je n'étais même pas autorisé sur la propriété. N'ose pas. N'ose pas te tenir là et faire l'innocent. Elle hurlait maintenant, sa voix se brisant de rage. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement l'accepter? Rester tranquillement à la maison. Pourquoi dois-tu toujours tout ramener à toi? J'ai senti ce calme froid et familier s'installer sur moi comme une armure. Patricia, quand est-ce que j'ai déjà ramené quoi que ce soit à moi? Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque fois que nous essayons d'avoir une conversation normale, tu dois. Je dois quoi? Payer pour ça? Cela l'arrêta net au milieu de sa phrase. Je suis curieux, Patricia. Au cours des 3 années depuis qu'Emma et Derek sont ensemble, combien de ces dîners de famille as-tu payé? Combien de rassemblements pour les fêtes? Combien de fêtes d'anniversaire, de célébrations d'anniversaire, d'escapades de week-end? Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. Laisse-moi t'aider avec les maths, ai-je continué, ma voix douce et stable. 0. La réponse est 0. Mais c'est moi qui ramène tout à moi-même. Ce n'est pas, l'argent n'est pas tout. Tu as absolument raison. Ce n'est pas tout. Le respect, cependant, c'est quelque chose. La décence humaine de base, c'est quelque chose. Ne pas être traité comme un paria au mariage de sa propre fille, ça, c'est vraiment quelque chose. La compagne de Patricia s'est avancée. La sœur de Derek, Michel. Oncle Robert, vous devez comprendre, ce n'était pas personnel. Emma essayait juste d'éviter les drames. Les drames? Ai-je répété lentement, savourant le mot. Michel, peux-tu m'expliquer quel drame j'allais causer? Avais-je l'intention de m'opposer pendant la cérémonie,
de commencer une bagarre, de faire une scène? Eh bien, non. Mais... Donc le drame que vous évitiez, c'était quoi? Ma présence? La vue de moi conduisant ma fille à l'hôtel? Le risque que quelqu'un se souvienne qui a réellement rendu ce mariage possible? Patricia retrouva sa voix, vicieuse et tremblante. Tu penses que l'argent te donne le droit de tout contrôler? Tu penses que parce que tu paies pour des choses, tu possèdes les gens? Quelque chose de chaud et de vif a brillé derrière mes yeux, mais j'ai gardé ma voix égale. Patricia, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu viens de dire. Je veux que tu te souviennes de la dernière fois que j'ai demandé quelque chose à Emma. La dernière fois que j'ai exigé qu'elle fasse quelque chose parce que j'avais payé pour ça. La dernière fois que j'ai utilisé l'argent comme moyen de pression sur qui que ce soit dans cette famille. Silence. Tu réfléchis encore? Laisse-moi t'aider. La réponse est jamais. Mais aujourd'hui, quand votre famille a décidé que je n'étais pas le bienvenu à un événement que j'ai financé, qu'est-ce que vous pensiez qu'il se passerait, exactement? Imaginiez-vous que j'allais simplement sourire et continuer à payer? Pensiez-vous que j'enverrais mes vœux dans un chèque? Tu détruis leur vie. A crié Patricia. Ils reçoivent des appels de créanciers. Le lieu de réception menace de poursuivre en justice. Tu les ruines. Je ne ruine personne, dis-je doucement. Je cesse simplement de cautionner des gens qui me traitent comme un déchet. Il y a une différence. Michel pleurait maintenant. Des larmes silencieuses qui la faisaient paraître plus jeune. Mais il vous aime. Emma vous aime. Elle avait juste peur. Peur de quoi? Peur que vous soyez déçus. Peur que vous jugiez leur choix. Peur que vous essayiez de prendre le contrôle comme vous le faites toujours. Elle s'est reprise, mais trop tard. Comme je le fais toujours quoi, Michel? Rien. Je ne voulais pas. Non. S'il te plaît, termine ta pensée. Comme je prends toujours le contrôle. C'est ça que payer pour tes frais de scolarité était. Prendre le contrôle? Et quand j'ai co-signé le prêt auto de Derek quand aucune banque ne voulait de lui? Prendre le contrôle? Quand je vous ai donné à tous la compte pour la maison. C'était prendre le contrôle, aussi? Le porche est tombé silencieux, à l'exception de la respiration saccadée de Patricia. Vous voulez savoir à quoi ressemble prendre le contrôle? Ai-je continué? Prendre le contrôle, c'est prendre des décisions sur qui peut ou ne peut pas assister à un mariage sans consulter la personne qui l'a rendu financièrement possible. Prendre le contrôle, c'est mettre la photo de quelqu'un sur une liste noire de sécurité. Prendre le contrôle, c'est s'attendre à une générosité continue de la part de quelqu'un que vous venez d'humilier publiquement. Je reculai et commençai à fermer la porte. Attendez. Patricia s'est élancée vers l'avant. Attendez, s'il vous plaît. On peut arranger ça. On peut trouver une solution. Ne laissez pas l'orgueil détruire cette famille. Je m'arrêtai, la regardant à travers l'entrebâillement de la porte. Patricia, mon orgueil n'est pas ce qui détruit cette famille. Mon orgueil est la seule chose qu'il me reste. La porte se referma avec un déclic final. Je me suis réveillé le dimanche matin avec 17 appels manqués et 43 SMS non lus. Mais c'est la notification Facebook qui m'a fait attraper mon café en premier. Emma avait publié à 4h07 du matin. J'ai le cœur brisé de partager que ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie a été détruit par quelqu'un qui était censé m'aimer et me soutenir. Quand on ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention pour une seule journée, quand on est prêt à saboter le mariage de sa propre fille par dépit, je n'ai même pas les mots. Les prestataires sont partis, la réception s'est terminée plus tôt, et tout ça parce qu'une personne n'a pas supporté qu'on lui demande de respecter des limites. Je suis dévasté, mais je suis aussi libre. Libre de la manipulation, libre du chantage affectif, libre de l'amour conditionnel. À tous ceux qui sont restés et nous ont aidés à sauver ce que nous pouvions de la soirée, merci. Vous m'avez montré ce qu'est une vraie famille. La publication avait 247 j'aime et 89 commentaires. Je les ai parcourus en sirotant mon café, regardant le récit prendre forme en temps réel. OMG, Emma, je suis tellement désolé. Certaines personnes sont juste toxiques. Tu es mieux sans ce genre de négativité dans ta vie. Quel genre de père fait ça à sa propre fille? Prière pour toi, ma chérie. Les narcissiques ne supportent pas de ne pas être le centre de l'attention. Mais ensuite, plus bas dans les commentaires.
Attends, ton père n'a pas payé pour tout le mariage? Pourquoi n'était-il pas invité? Ça n'a pas de sens. S'il était si terrible, pourquoi as-tu pris son argent? Il y a certainement plus à cette histoire. Et de ma sœur, Claire. Que Dieu la bénisse. Emma, je t'aime, mais ce n'est pas toute la vérité. Ton père mérite mieux que ça. J'ai posé mon téléphone et je me suis préparé un vrai petit déjeuner. Des œufs bénédicts, quelque chose que j'avais appris à faire pendant mon mariage et perfectionné pendant mon divorce. En préparant la sauce hollandaise, j'ai pensé au récit, à la perception, aux histoires que nous nous racontons et à celles que les autres racontent sur nous. À midi, 3 autres membres de la famille avaient appelé, voulant ma version de l'histoire. Le soir, la publication Facebook avait 2 fois plus de commentaires, et le vent commençait à tourner. La vérité a une façon de faire surface, avais-je découvert. Il faut juste de la patience. Et la patience, il se trouve, est quelque chose que j'ai eu beaucoup de temps pour pratiquer. Mardi matin, j'étais en tendance sur le Twitter local. #WeddingDrama était le hashtag de choix. Et apparemment, j'étais le méchant de la semaine. La blogueuse lifestyle locale, Jennifer Matthews, avait repris l'histoire d'Emma et l'avait diffusée. Son article, Quand l'amour familial vient avec des conditions, le jour de mariage déchirant d'une mariée, était devenu viral dans notre petite ville. La section des commentaires était un champ de bataille. Ce père est clairement un narcissique qui gâche le mariage de sa propre fille. Imaginez être si arrogant que vous pensez que payer pour quelque chose signifie que vous possédez les gens. Emma est si courageuse de partager ça. L'abus financier est réel. J'espère qu'elle coupera complètement les ponts avec lui. Les parents toxiques ne changent pas. Je les ai tous lus, en sirotant mon café du matin, en prenant des notes. Le récit se cristallisait exactement comme je m'y attendais. Emma était la victime. J'étais le monstre. Et tout le monde avait une opinion. Mais enfouies dans les commentaires, il y avait des questions, petites, mais persistantes. S'il était si terrible, pourquoi l'a-t-elle laissé tout payer? Quelque chose ne colle pas ici. Mon père a payé pour mon mariage et il a eu la place d'honneur. Ça semble extrême. Dans l'après-midi, la chaîne de télévision Channel 7 avait appelé. Un drame de mariage local devient viral et était apparemment assez digne d'intérêt pour le journal de 17h. J'ai poliment décliné leur demande d'interview, mais j'ai pris une note mentale. L'histoire se propageait au-delà des réseaux sociaux. Emma, cependant, n'avait aucune de ses réserves quant à la publicité. Le soir, elle était apparue dans 2 segments d'actualité locale, chaque fois avec Derek à ses côtés, tous deux ayant l'air convenablement dévastés. Mon père a toujours été contrôlant, a-t-elle dit à la journaliste Sarah Chen, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Nous pensions que si nous posions cette seule limite, peut-être qu'il la respecterait. Mais quand l'amour de quelqu'un est conditionnel à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Derek hocha solennellement la tête à côté d'elle, son bras protecteur autour de ses épaules. Nous essayons juste de commencer notre mariage sans influence toxique. Emma mérite mieux que la manipulation émotionnelle. J'ai éteint la télévision et j'ai pris mon téléphone. Il était temps de passer quelques appels moi-même. Le premier appel fut pour mon avocat, Michael Harrison. J'ai suivi la couverture médiatique, a dit Michael avant que je puisse parler. Situation intéressante. Intéressante est un mot pour ça. Michael, j'ai besoin que tu fasses des recherches. Dossier financier, demande de crédit, tout ce qui pourrait éclairer les récentes activités financières du jeune couple. Que cherchez-vous exactement? Je veux savoir s'il y a une raison, au-delà de la simple cruauté, pour laquelle il voulait m'écarter. Quelque chose me dit qu'il y a plus à cette histoire. Je vais voir ce que je peux trouver. En attendant, avez-vous envisagé de répondre publiquement? Pas encore. Laissons-les d'abord creuser leur propre trou un peu plus profondément. Le deuxième appel fut pour Marcus, le chef d'orchestre, qui avait remballé plus tôt samedi soir. Monsieur, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de le dire, mais toute cette histoire me tracasse depuis une semaine, a dit Marcus. Je suis dans ce métier depuis 12 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui s'est passé à ce mariage. Qu'est-ce que vous voulez dire? La façon dont il parlait de vous après votre départ, les choses qu'il disait, ça ne correspondait pas à la façon dont il vous traitait avant. Je me souviens des réunions de planification. Vous étiez respectueux, généreux, facile à vivre.
Mais samedi soir, après le début du chaos, il vous dépeignait comme une sorte de monstre. Que disait-il exactement? La belle-mère de la mariée, cette femme Patricia, disait à tout le monde que vous les menaciez depuis des semaines, que vous aviez exigé de contrôler chaque détail du mariage, que vous aviez abusé émotionnellement de la mariée. Mais monsieur, j'ai vu les documents de planification. Votre nom était partout en tant que contact et source de paiement, mais toutes les décisions étaient signées par la mariée et le marié. Ma prise sur le téléphone se resserra. Marcus, seriez-vous prêt à faire une déclaration sur ce que vous avez observé si j'en ai besoin? Oui, monsieur. Ce qui vous est arrivé n'était pas juste. Mercredi a apporté plus de couverture médiatique et un appel surprise de la sœur de mon ex-femme, Linda. Robert, je dois te dire quelque chose. La voix de Linda était tremblante, nerveuse. À propos de ce qui s'est vraiment passé avant le mariage. J'ai posé mon journal. Je t'écoute. J'étais chez Sandra mardi dernier. Emma et Derek étaient là, avec Patricia et son mari. Ils planifiaient quelque chose. Ils planifiaient quoi? Ils avaient des documents de prêt, Robert. Derek a été approuvé pour un prêt commercial important. Quelque chose à propos de la création d'une société de conseil. Mais la banque voulait une garantie supplémentaire ou un co-signataire avec des actifs substantiels. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter dans mon esprit comme les gorges d'une serrure. Il comptait sur toi pour co-signer après t'avoir laissé revenir, a poursuivi Linda, sa voix se raffermissant alors qu'elle trouvait son courage. Robert, ils n'ont jamais eu l'intention de te tenir à l'écart en permanence. C'était de la manipulation psychologique. Qu'est-ce que tu veux dire? Patricia n'arrêtait pas d'expliquer la stratégie. Elle disait que c'était de la psychologie parfaite. Te faire sentir rejeté et coupable d'abord. Puis, quand tu reviendrais en rampant pour t'excuser, tu accepterais n'importe quoi pour prouver ton amour pour Emma. Il sera si désespéré de retrouver les bonnes grâces d'Emma, disait-elle sans cesse. Il signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez. C'est pour l'avenir de sa fille, après tout. Le silence s'est étiré entre nous alors que l'image complète se cristallisait dans mon esprit. Il s'attendait à ce que je supplie. Il s'attendait à ce que tu craques. Emma n'arrêtait pas de dire que tu cèdes toujours quand elle pleure. Que tu ne supportes pas d'être exclu de sa vie. Il pensait que quelques jours de toi appelant et plaidant seraient suffisants. Ensuite, Derek convaincrait gracieusement Emma de te pardonner. Tu serais si reconnaissant d'être de retour dans la famille que la co-signature du prêt semblerait un petit prix à payer. Et le plan de secours, l'affaire de la procuration, ce n'était que si tu ne craquais pas assez vite. Patricia a dit qu'il te donnerait 2 semaines maximum avant de passer à des mesures d'intervention plus sérieuses. La pièce est devenue très silencieuse autour de moi. Dehors, j'entendais des enfants jouer dans le parc de l'autre côté de la rue, leur rire vif et innocent dans l'air d'automne. Linda, pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que ce qu'ils t'ont fait au mariage, ce n'était pas pour protéger Emma d'un drame. C'était pour éliminer les témoins. Ils ne voulaient pas de toi là-bas parce qu'ils ne voulaient personne qui pourrait plus tard remettre en question leur histoire. Leur histoire sur ton état mental, sur ton incapacité à prendre des décisions financières saines, sur le besoin d'une intervention familiale. Sa voix est tombée à un murmure. Robert, il prévoyait de te faire déclarer inapte. Ce soir-là, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai ouvert un nouveau document. Si Emma voulait contrôler le récit, il était temps qu'elle apprenne à quoi ressemblait une vraie histoire. J'ai commencé à taper une lettre ouverte à ma communauté. Mon nom est Robert Henderson, et je suis le père qui a gâché le mariage de sa fille. Vous avez entendu la version des faits d'Emma et vous avez tiré vos conclusions. Je ne vous en veux pas. Son histoire est convaincante, et elle la raconte bien. Mais il y a des choses que vous n'avez pas entendues, des documents que vous n'avez pas vus, et des questions qui méritent des réponses. Premièrement, laissez-moi partager quelques faits. Au cours des 3 dernières années, j'ai contribué à hauteur d'environ 127 000 $ au style de vie de ma fille et de mon gendre. Cela inclut non seulement le mariage de 43 000 $, mais aussi la compte sur leur maison, 35 000 $, la co-signature du prêt auto de Derek, 28 000 $, les paiements des prêts étudiants d'Emma, 15 000 $, et de nombreux prêts plus petits qui n'ont jamais été remboursés. Je mentionne ces chiffres non pas pour leur faire honte, mais pour établir un contexte. Ce n'était pas le comportement d'un père contrôlant et manipulateur. C'était de l'amour. Généreux, peut-être insensé,
mais indéniablement de l'amour. Maintenant, laissez-moi vous parler du samedi 14 octobre. De mon point de vue. J'ai écrit pendant 3 heures, exposant chaque détail avec une précision chirurgicale. La photo à l'entrée, les appels aux prestataires, les vraies raisons derrière leur décision de m'exclure, et enfin, ce que Linda m'avait dit sur les prêts et le plan de procuration. Quand j'ai eu fini, je l'ai relu 2 fois, vérifiant les faits, tempérant les émotions, m'assurant que chaque mot était défendable. Ensuite, je l'ai publié sur Facebook, j'ai envoyé des copies aux médias locaux, et je l'ai envoyé par email directement à Jennifer Matthews, la blogueuse qui avait lancé tout ce cirque médiatique. Le matin, #WeddingDrama avait pris un ton très différent. La vérité, comme je l'avais appris il y a longtemps, ne gagne pas toujours immédiatement, mais elle a une façon de faire surface quand on est assez patient pour la laisser faire. Le studio de Chanel 7 était plus petit que je ne l'avais imaginé, mais les caméras donnaient l'impression que tout était amplifié, plus significatif. Sarah Chen, la même journaliste qui avait interviewé Emma plus tôt cette semaine, était assise en face de moi avec une pile de documents sur la table entre nous. Monsieur Henderson, merci d'avoir accepté de nous parler. L'histoire de votre fille a touché des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Que voudriez-vous que nos téléspectateurs sachent? J'ai fouillé dans le dossier à côté de ma chaise et j'ai sorti le premier relevé bancaire. J'aimerais qu'ils sachent la vérité, Sarah. Et j'ai apporté des preuves. La caméra a zoomé alors que j'étalais les documents avec une précision méthodique. Chacun était surligné, marqué d'un onglet, organisé comme des preuves dans une salle d'audience, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Ceci est un virement bancaire de $43 000 au Millbrook Country Club pour le lieu de réception et les services de traiteur. Date du 15 septembre. Je l'ai posé et j'ai pris le suivant. Ceci est le paiement au Quatuor Accord d'Harmonie. $3,500. Voici la compte du photographe. $2,500. Les fleurs, le gâteau, le transport, tout. Sarah se pencha en avant, étudiant les documents. Et votre fille vous a autorisé à effectuer ces paiements? Non, pas autorisé. Elle m'a supplié. Voici un échange de messages du 12 août. Je lui ai tendu mon téléphone ouvert sur les messages. Emma demandant si je pouvais aider avec la compte du lieu parce que leurs économies n'étaient pas suffisantes. En voici un autre du 20 août. Derek demandant pour le paiement du groupe parce qu'ils étaient un peu à court ce mois-ci. La journaliste a lu les messages, son masque professionnel se fissurant légèrement. Monsieur Henderson, dans les déclarations publiques de votre fille, elle vous dépeint comme contrôlant et manipulateur. Comment répondez-vous à cela? J'ai senti ce calme froid et familier s'installer sur moi. Sarah, je veux que vous regardiez à nouveau ces relevés bancaires. Regardez les dates, les montants, la fréquence. Si j'essayais de contrôler Emma et Derek, n'aurais-je pas réellement contrôlé quelque chose, fait des demandes, posé des conditions? Où sont mes exigences, mes ultimatums? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, montrez-moi un seul exemple, un email, un SMS, un témoin où j'ai utilisé l'argent pour forcer ma fille à faire quoi que ce soit. Montrez-moi où j'ai dit un jour fais ça ou je ne paierai pas pour ça. Parce que j'ai cherché, et je ne trouve pas. J'ai sorti un autre dossier. Ce que je peux trouver, c'est ça. 3 ans de soutien financier inconditionnel. Des paiements de voiture quand le crédit de Derek était fichu. De l'aide pour les prêts étudiants quand le travail d'Emma a échoué. De l'argent pour les courses quand ils étaient entre deux paix. Des cadeaux de Noël. Des fêtes d'anniversaire. Des fonds pour les vacances. Tout donné librement, sans condition, sans contrat, sans reconnaissance de dette. Sarah prenait des notes maintenant, son instinct de journaliste s'activant clairement. Donc, quand votre fille dit que vous êtes financièrement abusif, j'aimerais qu'elle définisse ce terme. Parce que de mon point de vue, l'abus financier consisterait à menacer de couper les vivres à quelqu'un à moins qu'il ne se plie à vos exigences. Ce serait de faire planer la menace de l'argent au-dessus de leur tête pour contrôler leur comportement. Ce que j'ai fait, c'est le contraire. J'ai donné librement et je n'ai rien demandé en retour. J'ai ouvert le dernier dossier. Sauf, apparemment, un respect humain de base. Les documents de ce dossier étaient différents. Des emails imprimés, des captures d'écran, des relevés téléphoniques. Ce sont des communications entre Emma, Derek et les prestataires du mariage dans les semaines précédant la cérémonie.
Vous remarquez quelque chose d'intéressant? Sarah les a étudiés, ses sourcils se haussant. Il modifie les contrats des prestataires sans vous consulter. Il retire mon nom de tout. Les informations de contact, l'autorisation de paiement, même la simple courtoisie de me tenir informé de mes propres engagements financiers. J'ai montré une section surlignée. Ici, Derek dit au photographe de ne pas s'inquiéter d'obtenir l'approbation du père d'Emma pour la liste des photos parce que je ne suis plus vraiment impliqué dans la planification. Mais vous payez toujours pour tout? Chaque centime. Jusqu'au matin du mariage, quand j'ai découvert que je n'étais pas le bienvenu à l'événement que j'avais financé. Sarah a posé les documents et a regardé directement la caméra. Pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, nous parlons avec Robert Henderson, le père qui a été banni du mariage de sa fille samedi dernier. Monsieur Henderson, vous nous avez montré de nombreux dossiers financiers prouvant que vous avez payé pour le mariage, mais votre fille et sa famille soutiennent que vous avez été exclu pour leur bien-être émotionnel. Comment répondez-vous? Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, sentant le poids de chaque décision qui avait mené à ce moment. Sarah, je veux que vos téléspectateurs imaginent quelque chose. Imaginez que vous avez passé 3 ans à aider votre enfant et son conjoint à construire leur vie. Vous n'avez jamais demandé de remboursement, jamais exigé de gratitude, jamais rien utilisé comme moyen de pression. Puis un jour, vous arrivez à un événement que vous avez financé, pour découvrir votre photo à l'entrée de la sécurité avec des instructions pour vous tenir à l'écart. Ma voix est restée stable, mais je sentais la caméra capter quelque chose dans mes yeux. Pas de la colère, pas de la peine, mais quelque chose de bien plus dangereux. De la résolution. Qu'est-ce que cela vous dirait sur la façon dont ces personnes vous voient vraiment? Pas comme de la famille, pas même comme un être humain méritant une courtoisie de base, mais comme quoi? Un portefeuille, une ressource à utiliser et à jeter. Et quand j'ai découvert cela, j'ai pris une simple décision. Si je ne suis pas le bienvenu à la fête, je n'ai pas besoin de payer pour la fête. Ce n'est pas de la vengeance, Sarah. C'est du respect de soi. L'interview a été diffusée à 18h. À 20h30, ma sonnette retentissait comme une alarme incendie. À travers le Judas, je les ai tous vus. Emma, Derek, Patricia, Sandra, même le père de Derek, que j'avais rencontré peut-être 2 fois en 3 ans. Ils étaient blottis ensemble sur mon porche comme des réfugiés fuyant une tempête. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Papa, on doit parler. Le visage d'Emma était marbré de larmes, sa voix rauque. Derrière elle, les autres se déplaçaient nerveusement, une délégation de désespérés. Bonjour, Emma. Comment s'est passée l'interview? S'il te plaît, on peut entrer? On peut arranger ça. On peut réparer les choses. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, étudiant leur visage. Patricia semblait avoir vieilli de 5 ans en 5 jours. Sandra ne pouvait pas croiser mon regard. Derek transpirait malgré l'air frais du soir. Réparer quoi, exactement? Tout ça, la voix d'Emma s'est brisée. Les publications, les interviews, tout ce bazar. Papa, je vais tout supprimer. Je vais publier des excuses. Je dirai à tout le monde que c'était un malentendu. Un malentendu? Ai-je répété lentement. Oui, on était stressé. L'organisation d'un mariage, c'est fou. On a fait des erreurs. Emma. Ma voix a tranché son charabia comme de la glace. Qui a décidé de mettre ma photo à l'entrée de la sécurité? Silence. Question simple. De qui venait l'idée? Elle a regardé Derek, puis Patricia, puis ses pieds. C'était une décision de groupe. Une décision de groupe. Et qui a pris ma photo du barbecue familial pour en faire un avertissement de sécurité? Papa, est-ce que ça a de l'importance? Nous sommes là pour... Réponds à la question. Derek s'est avancé, le visage pâle et déterminé. C'est moi. J'ai pris la photo et je l'ai fait imprimer. J'ai hoché lentement la tête. Merci pour ton honnêteté, Derek. Maintenant, Emma, de qui venait l'idée des demandes de prêt qui nécessitaient ma co-signature? La couleur a quitté son visage. Comment as-tu? De qui venait l'idée? Papa, on peut expliquer ça. On allait tant parler après le mariage, quand tout le monde serait heureux et ému et reconnaissant et malléable. Je les ai regardés chacun leur tour.
Vous me vouliez briser d'abord, humilier, désespéré de retrouver vos bonnes grâces. Alors j'aurais signé n'importe quoi, n'est-ce pas? Pour l'avenir de ma fille. Patricia a retrouvé sa voix, tremblante et désespérée. Robert, tu dois comprendre, on n'a jamais voulu que ça aille si loin. C'était juste une stratégie. Une stratégie? Le mot avait un goût amer. Patricia, aide-moi à comprendre la stratégie. Étape 1, humilier publiquement l'homme qui paie pour le mariage de ton fils. Étape 2, attendre qu'il rampe. Étape 3, exploiter son désespoir. C'est à peu près ça? Ça ne devait pas se passer comme ça. Emma sanglotait maintenant, de grands sanglots haletants. Tu étais censé m'appeler. Tu étais censé être contrarié et demander ce que tu avais fait de mal. Ensuite, on aurait pu arranger les choses et tu te serais senti si mal que quand Derek aurait expliqué le prêt commercial. J'aurais signé sans lire les conditions. C'est pour notre avenir, pour tes petits-enfants. Papa, l'entreprise de Derek pourrait nous faire vivre pendant des décennies, mais nous avons besoin d'un capital de départ, et les banques veulent des garanties, et tu es le seul qui. Qui quoi, Emma? Qui t'aime assez pour être utilisé? Qui est assez stupide pour signer des documents financiers tout en étant émotionnellement vulnérable? Elle hyperventilait maintenant, s'agrippant au bras de Derek. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. On est en train de couler. La banque a retiré la préapprobation quand ils ont vu les nouvelles. Les prestataires du mariage menacent de nous poursuivre. La société de crédit hypothécaire de Patricia pose des questions parce qu'elle a co-signé pour notre maison et maintenant il s'inquiète de sa solvabilité. Stop. Ma voix était calme, mais elle a tranché sa panique comme une lame. Emma, regarde-moi. Elle a levé son visage strié de larmes, et pendant un instant, elle ressemblait à la petite fille qui venait se blottir sur mes genoux après des cauchemars. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dis-je doucement. L'homme qui aurait arrangé ça pour toi, qui aurait tout fait disparaître d'un coup de fil et d'un chéquier, cet homme est mort samedi matin dernier quand il a vu son propre visage sur une liste noire de sécurité. Papa, s'il te plaît. La personne qui se tient ici maintenant est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui a appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est de l'exploitation. Je reculai et commençai à fermer la porte. Attendez. Derek s'était lancé, comme si le désespoir le rendait audacieux. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Des excuses? Dites-nous ce que vous voulez. Je m'arrêtai, regardant cet homme qui m'avait pris ma fille, qui avait aidé à planifier mon humiliation, qui transpirait maintenant à grosses gouttes alors que son avenir soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Derek, je ne veux rien de toi. C'est ça le truc. Pour la première fois en 3 ans, je ne veux absolument rien de vous tous. Mais nous sommes une famille, a hurlé Emma. Non, dis-je doucement. La famille ne met pas les photos des leurs sur des listes noires de sécurité. La famille ne complote pas de campagne de manipulation psychologique. La famille ne traite pas l'amour comme une transaction commerciale. Je les ai regardés une dernière fois. Vous vouliez que je parte, vous vous souvenez? Considérez votre vœu comme exaucé. La porte se referma avec un léger déclic, et j'ai éteint la lumière du porche. Derrière moi, la maison était silencieuse et mienne. Pour entendre l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.